Imagine que tu te tiens sous la chaleur écrasante d'Aswan, juste devant un immense bloc de granit, plus dur que l'acier, plus ancien que presque tout ce que l'humanité a jamais construit. Devant toi, il n'y a pas de traces ordinaires de marteau ou de travail manuel. À la place, tu observes des creux lisses, incurvés, d'une régularité et d'une précision telle qu'ils ressemblent davantage à l'œuvre d'une machine moderne qu'au résultat d'artisans de l'Antiquité. Et c'est précisément ici que commence l'une des énigmes les plus troublantes de l'Égypte ancienne. Si les mystères du passé te fascinent, si tu cherches des réponses qui vont au-delà de ce que racontent les manuels scolaires, alors reste bien attentif, car ce qui se cache dans les carrières de granit d'Aswan pourrait bouleverser complètement notre vision de l'histoire. Au cœur de ces célèbres carrières, d'où provenaient les matériaux pour les pyramides, les temples, les statues et les obélisques, se trouvent des marques visibles depuis plus d'un siècle, mais qui n'ont jamais été expliquées de manière vraiment satisfaisante. On les distingue particulièrement bien autour de l'obélisque inachevé, un monolithe gigantesque qui, s'il avait été terminé, aurait pesé plus de 1000 tonnes. Il repose encore aujourd'hui, partiellement attaché à la roche, entouré de profondes tranchées dans lesquelles les ouvriers ont autrefois tenté de le détacher du substrat. Et c'est précisément sur les parois de ces tranchées que l'on retrouve ces mystérieuses cavités courbes et régulières qui continuent de poser question. Pendant des décennies, l'explication archéologique semblait simple. On pensait que les anciens Égyptiens avaient travaillé le granit à l'aide de dolérite, une roche plus dure utilisée pour frapper et fragmenter lentement le granit. Cette théorie paraissait plausible. Des expériences modernes semblaient même la confirmer. Des chercheurs ont tenté de frapper du granit avec de la dolérite. Et effectivement, ils ont réussi à en abîmer la surface et à en retirer de la matière. C'était un processus lent, extrêmement exigeant physiquement, mais en principe possible. Cependant, c'est précisément là que le problème commence, car dès qu'on examine de près les véritables traces à Aswan, quelque chose ne correspond plus. Ce que l'on voit n'est pas un ensemble de marques irrégulières, grossières, aux bords effilochés comme on s'y attendrait après des milliers de coups. Au contraire, on observe des creux lisses, continus, presque identiques, qui s'enchaînent en arcs réguliers. La surface semble presque ondulée, comme si elle avait été guidée et découpée, plutôt que martelée. Ceux qui passent la main dessus ne décrivent pas une texture rugueuse ou brisée, mais une surface étonnamment homogène, presque polie. Ce détail a été remarqué depuis longtemps, mais jamais étudié jusqu'au bout. L'explication traditionnelle a perduré, car elle était plausible et qu'aucune alternative largement acceptée n'existait. Après tout, selon notre compréhension actuelle, les Égyptiens ne disposaient ni d'outils électriques, ni de machines industrielles, ni de dispositifs à pointe de diamant capables de produire une telle précision. Et pourtant, ces traces sont bien là, visibles, gravées profondément dans les parois d'une des carrières les plus célèbres du monde. Puis, en 2024, un nouveau tournant a émergé dans ce débat ancien. Des images haute résolution des marques d'Aswan ont été soumises à un système d'intelligence artificielle nommé Grok. L'objectif était clair. Aucune influence des théories existantes, aucune contrainte liée aux interprétations traditionnelles, seulement une analyse pure des motifs visibles. L'IA devait reconnaître les formes, comparer les distancer, analyser les courbures et confronter les résultats aux méthodes de travail connues, anciennes comme modernes. Et les conclusions ont fait sensation. Les motifs analysés ne correspondaient pas à des impacts répétés, mais plutôt à des outils rotatifs. En d'autres termes, les formes ressemblaient davantage à des traces produites par un mouvement de rotation, comme un forêt ou une fraise, que par des coupes de pierre. Et cela devient encore plus frappant lorsque l'on observe les structures au microscope. Des détails fins apparaissent, des caractéristiques qu'on n'attendrait pas d'un travail manuel simple. Les cavités ne sont pas seulement uniformes en taille, mais aussi en espacement. Sur de grandes surfaces, elles sont presque identiques. Leur largeur, leur profondeur et même les distances entre elles varient très peu. Chaque creux suit presque exactement la même courbure, comme si un outil doté d'un rayon fixe avait répété inlassablement le même mouvement. Or, dans un travail humain, on s'attendrait à de légères variations, car aucun geste ne peut être reproduit à l'identique des milliers de fois. Même l'angle de pénétration dans le granit reste étonnamment constant. Dans un environnement où plusieurs ouvriers auraient travaillé dans des conditions variables, on devrait observer une plus grande diversité. Mais ce n'est pas le cas. Tout donne l'impression d'un processus contrôlé, régulier, presque mécanique, encore plus étrange. Certaines de ces traces se trouvent dans des endroits pratiquement inaccessibles, des coins étroits où il serait difficile de manier un outil, des parois abruptes, presque verticales, où un ouvrier aurait eu du mal à se tenir. Et pourtant, les mêmes motifs réguliers apparaissent
là aussi, comme si l'outil utilisé n'était pas limité par les contraintes du corps humain. Un autre élément fascinant concerne les puits étroits et profonds présents dans la carrière. Certains descendent jusqu'à 15 mètres dans le granit pour une largeur d'à peine 1 mètre. Leurs parois sont aussi régulières que celles des tranchées. Selon l'interprétation classique, ils servaient à tester la qualité de la roche en profondeur. Mais là encore, des problèmes apparaissent. Travailler dans un espace aussi confiné aurait été extrêmement difficile. Peu de place pour bouger, accumulation de poussière, manque d'air, nécessité d'éclairage constant. Et malgré cela, les parois restent uniformes du haut jusqu'en bas. Encore plus surprenant, certains de ces puits ne descendent pas en ligne droite, mais suivent avec des courbes subtiles, comme s'ils s'adaptaient à la structure interne du granit, une structure invisible depuis la surface. En observant de plus près les surfaces, un autre détail intrigue, des motifs spiralés microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais bien présents sous forte magnification. Cette spirale évoque clairement un mouvement rotatif et non des impacts répétés. De plus, certaines zones du granit semblent avoir été modifiées par la chaleur, ce qui est étrange car frapper une pierre ne génère pas de température élevée. Cela suggère plutôt un phénomène de friction ou une autre forme d'énergie. Des analyses chimiques ont également révélé des traces de matériaux ressemblant à des abrasifs industriels modernes, des substances capables de couper des matériaux extrêmement durs. Cela ne prouve pas l'utilisation de technologies modernes, mais soulève une question essentielle. Existait-il des techniques que nous sous-estimons encore aujourd'hui? Lorsque la répartition de ces puits profonds a été cartographiée dans l'ensemble de la carrière, un autre motif surprenant est apparu. Les puits ne semblent pas avoir été creusés au hasard. Au contraire, ils suivent des lignes qui correspondent à des zones de faiblesse naturelle du granit, comme des fissures ou des veines minérales. Aujourd'hui, les géologues peuvent détecter ces structures à l'aide de techniques de mesure avancées. Mais à l'époque, une telle connaissance aurait nécessité soit une expérience exceptionnelle, soit des méthodes que nous ne comprenons pas encore. L'ensemble de l'organisation de la carrière paraît lui aussi remarquablement réfléchi. Les tranchées, l'emplacement des zones d'extraction et même la direction du travail semblent avoir été choisis de manière à minimiser les tensions dans la roche. Cela permet d'éviter les fractures incontrôlées tout en maximisant la quantité de matériaux exploitables. Ce type de planification rappelle fortement des approches modernes où calculs et analyses sont utilisés pour optimiser les ressources. Dans la partie sud de la carrière, on trouve également une vaste dépression dans le terrain, longtemps interprétée comme un ancien port où les blocs de pierre étaient chargés. Mais en examinant sa forme et son volume, une autre hypothèse émerge. Et si cet espace correspondait en réalité à l'endroit où un immense bloc de granit avait été extrait, la taille de cette dépression suggère que ce bloc aurait pu peser plusieurs milliers de tonnes, bien plus que les plus grands blocs connus transportés dans l'Égypte antique. Si cette interprétation est correcte, une question immédiate se pose. Comment un tel bloc aurait-il pu être déplacé? Même avec les techniques connues de l'époque, cela représenterait un défi colossal. Cela ouvre la possibilité que des projets encore plus ambitieux aient été envisagés, voire réalisés, bien au-delà de ce que nous imaginions jusqu'ici. Un autre aspect particulièrement fascinant concerne la chronologie des traces de travail. À plusieurs endroits dans la carrière, on trouve de simples dessins rouges, des animaux, des bateaux, des symboles, réalisés avec des pigments naturels. Fait remarquable, certains de ces dessins se trouvent directement au-dessus des creux déjà existants dans la pierre. Cela signifie que ces marques sont plus anciennes que les dessins eux-mêmes. Or, ce type d'art rupestre est souvent daté d'une époque très ancienne, antérieure à la civilisation égyptienne classique. Si les traces dans le granit sont encore plus anciennes, cela pourrait indiquer que certaines techniques de taille remontent à une période bien antérieure à ce que nous pensions. Cela remettrait profondément en question notre compréhension du développement technologique dans la vallée du Nil. Encore plus étonnant, lorsqu'on compare la qualité du travail dans différentes zones de la carrière, un schéma inattendu apparaît. Les sections les plus anciennes, du moins celles que l'on peut situer approximativement, présentent la plus grande précision. Les creux y sont plus réguliers, les surfaces plus nettes, les structures plus définies. Dans les zones plus récentes, en revanche, les traces deviennent plus grossières, moins uniformes, moins précises. C'est l'inverse de ce à quoi on s'attendrait. Normalement, les techniques s'améliorent avec le temps. L'expérience s'accumule, les outils évoluent, les méthodes se perfectionnent. Mais ici, tout semble indiquer une régression. Comme s'il avait existé une période de maîtrise exceptionnelle, suivie d'une phase où ce niveau n'a plus été atteint. Dans les zones clairement attribuables à la civilisation égyptienne classique, grâce à des inscriptions ou des traces d'outils en cuivre et en bronze, les marques correspondent parfaitement à ce que l'on attend. Surface irrégulière, traces de coups et d'abrasion. Mais dans d'autres zones, notamment les plus profondes et les plus élaborées, cette signature disparaît. À
la place, on retrouve ces structures précises et uniformes, difficiles à expliquer. À partir de ces observations, plusieurs interprétations sont possibles. La première, il existait peut-être des techniques beaucoup plus avancées que celles que nous associons habituellement à l'Égypte ancienne. Des méthodes spéciales utilisées uniquement pour certains projets, dont le savoir aurait été perdu avec le temps. La deuxième, certaines de ces structures pourraient provenir d'une époque encore plus ancienne, antérieure à la civilisation égyptienne connue. Une société plus ancienne, dotée de compétences avancées dans le travail de la pierre, aurait laissé ses traces. Les Égyptiens seraient ensuite arrivés, utilisant ou poursuivant ce travail, sans nécessairement comprendre entièrement les méthodes originales. La troisième possibilité concerne notre propre chronologie. Peut-être nous trompons-nous sur les dates, peut-être que le pic de compétences techniques est survenu plus tôt que nous le pensons et que les périodes suivantes représentent déjà une phase de transformation, voire de déclin. Toutes ces hypothèses ont un point commun. Elles nous obligent à remettre en question nos certitudes. Les traces dans le granit n'ont jamais été cachées, elles ont toujours été visibles, mais ce n'est qu'en les examinant sous un angle nouveau, en croisant différents types de données, qu'un tableau plus complexe commence à émerger. L'analyse dont nous parlons n'a pas révélé de trésors cachés ni de chambres secrètes. Elle s'est contentée d'étudier ce qui était déjà là, mais de manière systématique. Des milliers de points de mesure, des comparaisons de motifs, des analyses microscopiques, tout cela a été combiné pour produire une vision d'ensemble, indépendante des idées préconçues. Le résultat n'est pas une preuve définitive, mais une invitation à regarder de plus près. Les explications actuelles semblent, à certains égards, incomplètes. Et pourtant, les phénomènes observés sont bien réels, mesurables et reproductibles. C'est précisément là que réside leur importance. Aujourd'hui, les chercheurs font face à un choix. Soit ils tentent d'adapter les modèles existants et de concevoir de nouvelles expériences pour montrer que les méthodes connues peuvent expliquer ces traces. Soit ils acceptent qu'il existe encore des éléments que nous ne comprenons pas et restent ouverts à de nouvelles approches. Certains proposent déjà de repenser les expériences de taille de pierre en combinant différentes techniques. Peut-être que ce n'était pas uniquement des coups de dolérite, mais un mélange de méthodes qui produisait cette précision. D'autres envisagent l'utilisation de matériaux organiques, d'abrasifs spécifiques ou de procédés encore négligés. Et puis, il y a une minorité croissante qui pense que le mystère est plus profond encore. Selon eux, certaines des réalisations les plus impressionnantes pourraient remonter à une époque que nous ne comprenons pas encore pleinement. Une époque dont les traces subsistent, fragmentaires dans la pierre elle-même. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, les carrières d'Assouan ne sont pas qu'un simple site d'extraction. Elles sont un véritable archive de pierre, conservant des informations sur des processus, des décisions et des compétences que nous commençons à peine à déchiffrer. Et c'est ici que tout devient vraiment fascinant, car lorsque l'on rassemble tous ces indices, on n'obtient pas une image claire et simple, mais un réseau de questions ouvertes. Les traces ne contredisent pas totalement les méthodes connues, mais elles ne s'y intègrent pas non plus parfaitement. C'est comme si deux histoires coexistaient dans la pierre, celle que nous pensons connaître et une autre que nous commençons à peine à entrevoir. L'idée qu'une technologie avancée ait existé puis a été perdue peut sembler étrange au premier abord, mais elle n'est pas totalement étrangère à l'histoire. Dans de nombreuses cultures, des savoir-faire ont disparu au fil du temps à cause de bouleversements sociaux, de catastrophes naturelles ou simplement de l'oubli. Si des techniques spécifiques ont effectivement été utilisées dans certains contextes précis, il est possible qu'elles n'aient jamais été largement diffusées, et si elles ont disparu, elles auraient laissé très peu de traces ailleurs. Mais il existe aussi une autre possibilité, tout aussi importante. Et si nous sous-estimions simplement les capacités des anciens Égyptiens, il est facile de comparer leur réalisation à nos technologies modernes et de conclure qu'elles ne pouvaient pas atteindre un tel niveau de précision. Pourtant, avec suffisamment de temps, d'expérience et d'organisation, des résultats étonnants peuvent être obtenus, même avec des moyens simples. Peut-être que la réponse ne se trouve pas dans une technologie perdue, mais dans une combinaison de savoir-faire artisanal, de méthodes de travail sophistiquées et d'une compréhension approfondie du matériau. Les indices suggérant l'utilisation d'abrasifs ou de techniques particulières pourraient indiquer que le processus était plus complexe que ce que l'on a longtemps imaginé. Au lieu de simplement frapper la pierre, les ouvriers auraient pu suivre plusieurs étapes. Un dégrossissage initial, suivi d'un ponçage plus fin, puis d'un lissage répété. Un processus lent, peu spectaculaire, mais capable de produire une précision remarquable sur de longues périodes. Et pourtant, ce sentiment persiste. Quelque chose ne colle pas complètement. L'uniformité des traces, leur présence dans des zones difficiles d'accès, la structure des puits profonds, tout cela ouvre la porte à des interprétations qui dépassent le cadre habituel. Peut-être que la vérité se situe quelque part entre les extrêmes, pas entièrement explicable par des outils simples, mais pas nécessairement le résultat d'une technologie comparable à la nôtre non plus. Ce que cette analyse a surtout mis en évidence, c'est l'importance d'une approche ouverte. Au lieu de s'en tenir
strictement aux modèles existants, il peut être utile de réexaminer les données, de comparer les motifs et d'envisager même des hypothèses inhabituelles sans pour autant les accepter aveuglément. C'est exactement ce que cette étude a tenté de faire. Non pas prouver qu'une théorie précise est correcte, mais montrer que les réponses actuelles ne couvrent pas toutes les questions. Pour l'archéologie, ce n'est pas une crise, c'est une opportunité. La science progresse justement lorsque les hypothèses sont remises en question. De nouvelles méthodes, des mesures plus précises et des approches interdisciplinaires peuvent nous rapprocher d'une compréhension plus complète. Peut-être que de futures expériences démontreront que les techniques connues suffisent à expliquer ces traces, ou peut-être révéleront-elles de nouveaux éléments qui enrichiront notre vision du passé. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, les carrières d'Akhosh et d'Aswan ne sont pas seulement un site historique, elles sont une énigme, une énigme qui nous oblige à observer plus attentivement, à poser de meilleures questions et à accepter que tout n'est pas encore compris. Elle nous rappelle que l'histoire n'est pas figée, elle évolue en fonction des questions que nous posons et des outils dont nous disposons pour y répondre. Et c'est peut-être là le point le plus important de toute cette histoire. Ce n'est pas que nous ayons trouvé une réponse définitive, c'est que nous avons appris à poser les bonnes questions, car les traces dans le granit n'ont pas disparu, elles sont toujours là, silencieuses, immobiles, inchangées. Elles attendent que nous les observions encore, que nous les comparions, que nous tentions de les comprendre. Peut-être que c'est précisément le moment où tout commence à changer. Non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous commençons à regarder différemment. Les carrières d'Aswan sont restées là pendant des millénaires, exposées au soleil, au vent et au passage du temps. Des générations de chercheurs ont parcouru ces tranchées, vu les mêmes traces, touché les mêmes surfaces. Et pourtant, il se pourrait que nous commencions seulement maintenant à réaliser que ces marques sont plus que de simples vestiges de travail. Ce sont des indices sur des processus, des décisions et des compétences que nous n'avons pas encore entièrement déchiffrées. Si l'on imagine comment ces travaux ont été réalisés, une image impressionnante se dessine. Des milliers d'heures de travail, des mouvements coordonnés, une organisation minutieuse. Même avec des outils simples, cela représenterait déjà une prouesse immense. Mais si, en plus, des techniques que nous ne comprenons pas encore étaient impliquées, alors cette image devient encore plus fascinante et plus mystérieuse. Il est aussi utile de prendre du recul et de voir le tableau d'ensemble. Les carrières ne sont qu'une partie d'un système bien plus vaste. Les blocs extraits ont été transportés, façonnés, dressés et intégrés dans des constructions monumentales. Chacune de ces étapes demandait précision, savoir et expérience. Si la première étape, l'extraction basse, soulève déjà des questions, alors il est logique de se demander si les autres étapes cachent elles aussi des aspects encore inconnus. Peut-être que le véritable défi n'est pas de trouver une seule explication, mais d'en envisager plusieurs à la fois. La science ne consiste pas à avoir immédiatement une réponse définitive, mais à tester des hypothèses, à les ajuster ou à les abandonner. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire ici. Les anciens modèles sont réexaminés, de nouvelles idées émergent, et petit à petit, le puzzle commence peut-être à prendre une forme plus claire. La technologie moderne joue également un rôle de plus en plus important. Imagerie haute résolution, mesures précises, analyse assistée par ordinateur, tout cela permet d'explorer des questions anciennes sous un angle nouveau. Ce qui était autrefois invisible ou difficile à mesurer devient aujourd'hui accessible. Cela signifie que dans les années à venir, nous pourrions découvrir encore bien plus d'éléments qui transformeront notre compréhension. En même temps, cet exemple nous rappelle à quel point il est important de prendre les observations au sérieux, même lorsqu'elles ne correspondent pas immédiatement aux théories existantes. Les creux dans le granit n'ont jamais été cachés, ils ont toujours été là, mais ce n'est qu'en les regardant différemment que nous avons commencé à les redécouvrir. Et c'est ici que ton rôle entre en jeu, car ces questions ne concernent pas uniquement les experts, elles vivent aussi grâce à la curiosité, grâce à des personnes prêtes à observer, à remettre en question et à ne pas se contenter de la première explication. Peut-être est-ce cette attitude qui nous rapprochera le plus de la vérité. Au final, il reste une image à la fois claire et ouverte. Claire, dire parce que les traces sont réelles, mesurables, vérifiables. Ouverte parce que leur origine exacte reste encore incertaine. Entre ces deux pôles se situe toute la discussion, et c'est précisément ce qui la rend si captivante. Les pierres d'Aswan ne parlent pas, elles ne donnent peut-être pas de réponse directe, mais elles conservent des informations qui attendent d'être correctement interprétées. Et plus nous les étudions, plus nous réalisons que l'histoire ne se limite pas à ce que nous savons déjà, mais aussi à tout ce qu'il nous reste à découvrir. Peut-être que nous ne sommes pas à la fin de cette histoire, mais au tout début d'une nouvelle compréhension. Une compréhension qui ne rend pas le passé plus simple, mais plus vaste, plus complexe et infiniment plus fascinant.